Épisode 3 de W, votre podcast curieux sur la WNBA. Une semaine de compétition va se clôturer avec les matchs de ce soir, vendredi, à l'heure où on l'enregistre. Difficile de tirer des conclusions du faible échantillon qu'on a pour chaque équipe. Néanmoins, il y a des choses qui m'ont plu et d'autres qui m'ont déplu sur cette première semaine de compétition. Et cet après-midi, on va parler particulièrement d'une équipe, on va parler des Sparks de Los Angeles, et en particulier de Kelsey Plum. J'aurais aimé aussi vous parler de la double match-up et de la double opposition qu'il y a eu entre l'équipe de Paige Bueckers, Arike Ogunbowale, Dijon Carrington, les Dallas Wings, qui ont rencontré deux fois les Minnesota Lynx de la grande Napheesa Collier. Mais j'ai envie de faire une vidéo un petit peu plus fouillée là-dessus, avec peut-être un petit peu de débrief tactique sur ces oppositions. Et même si cette vidéo aura sans doute un tout petit peu de retard par rapport au calendrier des matchs, en vrai on s'en fiche. L'important, c'est de parler du jeu. Mais aujourd'hui, on va parler des Sparks et on va parler de Kelsey Plum. Une victoire pour deux défaites du côté des Sparks. Il manque évidemment une grosse option, et particulièrement en défense, en la personne de Cameron Brink, qui est blessé jusqu'à fin juin, début juillet, on le rappelle. Sur la dernière opposition, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, entre autres, face au Mercury sur le parquet de Phoenix, il manquait également Rickea Jackson. Mais on va parler surtout de Kelsey Plum. Et pourquoi on va parler de Kelsey Plum? Parce que tout simplement, si on regarde les statistiques de Kelsey, c'est phénoménal. On est vraiment sur un début de saison de très très haut niveau. Et la question qu'on peut se poser, c'est à quoi candidate Kelsey Plum? Parce que vraiment, il y a une augmentation de son rendement qui est très très impressionnante. Donc l'an dernier, elle est All-Star avec Las Vegas, les Aces. Elle tourne à peine 18 points sur la saison. Elle est à 48% à 2 points et 37% à peu près à 3 points avec 8 tentatives de 3 points par match. Et là, sur les faibles échantillons de 3 matchs qu'on a sur ce début de saison, elle est à quasiment 46% à 3 points à 8 tentatives par match. Elle est à 43% à 2 points, plus de 80% sur la ligne des lancers francs et 26 points, 5,7 passes et 2,7 interceptions. Alors, en volume, en brut, ces statistiques sont très flatteuses. Mais en réalité, moi, je suis très inquiet. Et je suis très inquiet pour la simple et bonne raison, c'est que si vous regardez les matchs des Sparks, je pense que vous allez le comprendre. En réalité, je trouve Kelsey Plum en attaque relativement isolée. Alors évidemment, il y a Derika Ambry qui fait un super boulot. Il y a également une stretch big qui peut rentrer quelques 3 points. Il y a plutôt de l'adresse de ce point de vue-là, notamment dans les corners du côté des Sparks. Il y a quelques joueuses en role player, en relais de la création qui peuvent apporter. Il y a Rickea Jackson, grâce à son handle principalement, qui fait des différences et qui crée de la séparation sur certaines possessions. Mais Kelsey Plum est non seulement la dépositaire principale, mais surtout, elle paraît être totalement isolée à ce sujet-là. Et la deuxième inquiétude que j'ai, c'est le volume de minutes qui va avec cette augmentation des volumes de points. On est sur la joueuse qui joue le plus de minutes par match et elle a joué 2 matchs à 40 minutes. Et ça, je pense que ce n'est pas soutenable sur les 44 matchs de saison régulière avec la campagne de playoff que le Sparks essaie d'obtenir. Parce que rappelons que le projet des Sparks cette saison, c'est d'essayer de construire cet axe Kelsey Plum, Cameron Brink, d'ajouter les role-players autour et de voir si les aspirantes stars qui sont dans l'équipe, Ambry notamment, sont capables de soutenir le rythme du projet et d'être réellement incluses dans ce projet-là. À l'instant T, vu comment on va tactiquement et vu les responsabilités qui pèsent sur Kelsey Plum, il y a des interrogations qui se transfèrent forcément sur Cameron Brink, et notamment la charge offensive. Est-ce que Cameron Brink, qui sera déjà dépositaire de la défense des Sparks, va pouvoir absorber des responsabilités offensives relativement grandes sur son année sophomore, alors que ce n'est pas tout à fait les compétences premières qu'elle a sur son profil? Ça, c'est une première très grosse interrogation. Et ensuite, il y a l'évolution stratégique et tactique des Sparks cette saison. Il va falloir trouver d'autres solutions que juste laisser Kelsey Plum cook à tous les matchs. Parce que cuisiner ses adversaires, développer de l'attaque, aller chercher des points, etc., elle est capable de le faire. Et en plus, elle a un true shooting qui est supérieur à 70%, ce qui veut dire qu'elle est extrêmement efficace. Et quand vous la voyez jouer, vous comprenez pourquoi elle est efficace. Et non seulement elle est efficace, mais en plus, elle a une capacité à prendre des shoots difficiles et à les réussir.
des pull-ups, des shoots contestés, des drives. Ça fait partie de son bagage, ça fait partie de son, disons, de son panel de compétences, etc. Mais c'est peut-être trop lui en demander, vu les impératifs que ce projet a à moyen terme. Parce que les Sparks, à la fin de la saison, Kelsey Plum n'a plus de contrat chez eux. Il est tout à fait possible que Kelsey Plum décide de retourner dans une équipe beaucoup plus compétitive que le projet des Sparks en l'état. Il va donc falloir montrer des garanties pour Kelsey Plum, mais des garanties aussi, vu l'attractivité d'un marché comme celui de Los Angeles, qui est valable chez les hommes comme chez les femmes. Il va falloir montrer de l'attractivité pour les free agents qui seront sur le marché à l'intersaison prochaine. Et il y en aura beaucoup, parce que le nouveau CBA kick in, etc., etc. Mais là, aujourd'hui, quand vous regardez les 3 premiers matchs des Sparks, il y a de quoi avoir des doutes, il y a de quoi avoir un petit peu peur pour ce projet, et surtout, il y a vraiment l'envie, en tout cas chez moi, de voir des joueuses trouver des responsabilités. Alors on espère évidemment que Rickea Jackson reviendra en santé le plus vite possible, parce qu'elle est peut-être capable d'être une initiatrice, d'être une décisionnaire dans l'attaque des Sparks, et de se servir justement de Kelsey Plum comme disons, un centre de gravité sur le terrain qui écarte la géométrie des défenses adverses, et où Rickea va pouvoir éventuellement trouver sa place. Il y a le retour de Cameron Brink, mais ça ne se fait pas avant au moins un mois. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. On est sur une semaine de compétition, il y a déjà toutes ces questions qui se posent. Moi, je trouve ça assez vertigineux, en toute honnêteté. Donc, je voulais vous en parler, voir comment vous voyez la situation, si vous avez un avis sur ce sujet-là. Mais voilà, par contre, effectivement, Kelsey Plum, quelle joueuse, vraiment. C'est très très agréable de regarder Kelsey jouer au basket pour les Sparks. Moi, il y a des qualités offensives que je trouve vraiment chez elle comme chez peu d'autres joueuses de WNBA que j'ai vues pour l'instant. Il m'en manque évidemment, hein, je le rappelle, c'est ma 2e saison seulement. Mais un premier trio de pas, donc le premier pas et les 2 suivants, d'une agressivité, d'un mordant et d'une accélération, mais terrible, à tel point que, en plus, avec le haut du corps qu'elle a et sa très bonne faculté à créer des espaces avec les épaules quand elle est au contact des défenseurs qui éventuellement auraient réussi à suivre ce premier pas, la création de séparation, la création de décalage, sur le handle et sur ses premiers pas, elle est mais élite. Je trouve qu'elle est vraiment élite et c'est trop beau à voir. Ensuite, on a une très bonne capacité de passe et puis on a de la finition. Pull-up à 3 points derrière les écrans, pull-up à côté des écrans, pull-up à mi-distance après un écran et drive, finition au cercle, y compris dans un trafic vraiment volumineux. Kelsey Plum est capable de finir de à peu près toutes les façons possibles sur un terrain de basket. Et c'est assez beau à voir. Du coup, le jeu des Sparks s'en ressent. On a beaucoup de jeux en pick and roll avec de très bons écrans qui sont placés pour elle. Elle en joue, soit elle les prend, soit elle les prend pas. Elle est capable de déclencher de loin. La taille des défenseurs sur les switches ne la gêne pas parce qu'elle est capable de repartir sur un deuxième premier pas pour réaccélérer pendant l'action. La question qui se pose aujourd'hui, c'est le matériel sur les rolls. Les intérieurs ou les ailières qui rollent quand elle prend le pic, aujourd'hui, elles font pas le boulot. Elles font pas le boulot au niveau où on le voudrait pour Kelsey. Elle ne propose pas l'option de finition qui permettrait à Kelsey d'augmenter son nombre de passes, de diminuer son volume de tir et peut-être d'augmenter encore cette efficacité, alors qu'elle est déjà élite évidemment, mais en tout cas d'avoir des solutions qui permettent à la défense de s'adapter moins vite au jeu des Sparks pendant les matchs. Et c'est vrai que on a vu petit à petit la défense du Mercury se resserrer sur celle des Sparks dans leur dernière confrontation. On voit aussi que les Sparks ont des coups à jouer, notamment sur les cuts backdoor, sur les cuts à 45 degrés, etc. Parce que Kelsey est capable de faire ces passes-là, ces lectures-là. Mais ça manque quand même de matériel offensif autour d'elle. Et c'est quand même dommage. C'est d'autant plus dommage que quand vous voyez les net ratings, à la fois offensifs et défensifs de Kelsey Plum, du coup, c'est pas si marqué en sa faveur. Évidemment, parce qu'elle dépose tellement le jeu en attaque
que ses collègues ne l'aident pas beaucoup. Et en défense, elle est ciblée. Elle est ciblée parce qu'elle est plus petite. Elle est ciblée parce qu'elle a, je trouve en tout cas, des petits problèmes d'attention, notamment sur le suivi dans les écrans, etc. Donc, même si elle ne se fait pas nécessairement ciblée sur du switch et de la recherche de mismatch, elle est souvent en bout de chaîne la défenseur qui va devoir faire le close-out sur la shooteuse à 3 points ou qui va devoir suivre un pick and roll. Et du coup, l'énergie perdue en défense, ça va être à terme, pendant la saison, quand le réservoir d'essence sera un peu plus vide, ça va être plus difficile à trouver en attaque. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions sur le dos du front office des Sparks. Je pense que c'est une franchise qu'on va peut-être voir à la trade deadline s'agiter un peu, essayer de faire des signatures ou des trades intelligents. Pas sûr qu'elle ait la voilure pour le faire et la marge de manœuvre pour le faire. Et puis surtout, on a hâte de voir Cameron Brink revenir parce que il faut à tout prix que cette défense des Sparks passe un cap, voire 2 caps, pour pouvoir assurer qu'en attaque, on ait une seule vraiment attaquante élite. Si on arrive à construire un socle côté Los Angeles défensif qui permette, disons, de créer de l'écart avec les adversaires par la défense, alors dans ce cas-là, on pourra éventuellement sur l'année 1 du projet se suffire d'une option Kelsey Plum unique en attaque ou en tout cas vraiment extrêmement volumineuse. On le rappelle aussi, j'ai oublié de dire la stat tout à l'heure, mais c'est 30% des passes de son équipe. Donc non seulement il y a un volume de points, un volume de tirs qui est pris, qui est conséquent, mais on est aussi sur une joueuse qui fait 30%, un tiers des passes de son équipe. Donc voilà, il va falloir trouver le bon équilibre côté Sparks. Début de saison intéressant pour cette équipe, pas sûr que ce soit plaisant dans les bureaux et dans les vestiaires pour l'instant. Mais j'ai hâte de voir comment ça va continuer côté Los Angeles. On fera, à mon avis, un point sur la dizaine de matchs, donc un quart de la saison. Et on parlera des 4 équipes que j'ai décidé de suivre sur ce début de saison. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était un court podcast, court billet sur Kelsey Plum et les Sparks. Il y a des inquiétudes, il y a de quoi rassurer. Il va juste falloir bosser dur, à la fois dans les bureaux et sur le terrain. Et attendre le retour de Cameron Brink comme si c'était le Messi de Los Angeles, parce que vraiment, pour le coup, je pense qu'elle a un gros rôle à jouer dans l'évolution de son équipe. Et sur ce qu'elle avait montré en début de saison dernière, sur sa saison rookie, les promesses étaient présentes, elle méritait d'être crue, et à mon avis, il y a des éléments tangibles qui vont montrer que Los Angeles va trouver à nouveau, disons, une dynamique et une synergie défensive largement supérieure sur la deuxième partie de saison. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour sans doute une analyse de la confrontation entre Paige et Napheesa Collier. Avant de se quitter, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à en parler autour de vous et sur vos réseaux évidemment. Vous pouvez lâcher un petit pouce si cette vidéo vous a plu. On se retrouve en commentaire pour discuter de ce dont on a discuté aujourd'hui, les Sparks, le retour d'un Cameron Brink et les responsabilités offensives de Kelsey Plum. Moi je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Ciao.